Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Julien Pointillard, qui est directeur délégué à l'environnement et à la RSE du groupe SANEF, qui déploie plus de 600 points de charge à haute puissance sur ses autoroutes pour accompagner le développement des véhicules électriques. Pour notre débat, on va monter à bord de Tara Océan. On va s'offrir une nouvelle expédition scientifique ambitieuse, prendre le pouls de la vie marine le long des côtes européennes. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Reborn avec sa plateforme d'achat-vente de meubles d'occasion. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un tout petit peu moins pour les développer. C'est parti. Bonjour Julien Pointillard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc directeur délégué à l'environnement et à la RSE du groupe SANEF qui exploite plus de 1800 km d'autoroutes, principalement Normandie, le nord et l'est de la France. Tiens, c'est une question de curieux, c'est combien de véhicules chaque année sur vos autoroutes? Alors chaque année, on voit passer 30 millions de clients différents. 30 millions de clients différents. Alors je ne sais pas, ce n'est pas une colle, mais la part de l'électrique, vous la voyez fortement augmenter, mais comment vous pouvez l'évaluer? Est-ce que vous pouvez l'évaluer? Alors c'est compliqué, il faut qu'on fasse des études un peu statistiques sur notre trafic, mais on a à peu près sur autoroute la même proportion que dans le parc français existant, donc voilà, entre 1 et 2%. Entre 1 et 2%, donc c'est encore marginal, mais c'est évidemment en développement important. Et puis, on le sait, on l'a déjà expliqué plusieurs fois ici, pour que ça fonctionne, ça peut le faire la poule, quoi. Il faut des bornes de recharge pour que les gens se disent, bah oui, je peux faire des longs trajets et donc je m'équipe en voiture électrique. Vous avez déployé 600 bornes de recharge électrique à haute puissance. J'imagine que c'est le plus massif de votre histoire. Pas eu plus gros. C'est sûr. Sans hésiter. C'est sûr, et c'est venu assez vite en fait. Il y a eu vraiment une bascule au moment du confinement, au début de la crise Covid, où on a vu d'une part les ventes de véhicules électriques augmenter fortement par rapport aux ventes globales de véhicules. Et où on a vu petit à petit ces véhicules arriver sur nos autoroutes également. Et là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on passe la seconde en termes d'équipement de bornes, parce que jusqu'à présent, voilà, le véhicule électrique, c'était un peu le deuxième véhicule. On avait un vrai véhicule quoi, pour faire les longs trajets, et puis un véhicule électrique avec 50 km d'autonomie pour aller au supermarché ou aller chercher les enfants. Et on a pensé que c'était vraiment important d'accompagner aussi ces nouveaux modèles. Il y avait des nouveaux modèles avec une autonomie plus importante par un déploiement massif sur les aires de service autoroutières pour dire finalement, ce véhicule électrique, quand je pars en vacances, eh bien, je peux le prendre parce que sur autoroute, où que je me trouve, je vais trouver une station de recharge avec des bornes très rapide, donc au-delà de 150 kW. Oui, alors ça c'est très important. Quand on dit haute puissance, ça veut dire qu'on recharge son véhicule en combien de temps? Alors, suivant les modèles, voilà, il faut préchauffer la batterie pour tirer le maximum de puissance, mais on vise 15-20 minutes pour passer de 20 à 80%. 15-20 minutes, quand on s'arrête sur une aire, voilà, le temps de se poser, d'aller éventuellement aux toilettes ou de prendre un café. De prendre un café, c'est à peu près le temps qu'on y passe. D'accord. Donc 600 bornes de recharge électrique, elles sont déployées où? Dans les stations-service existantes? Quel choix vous avez fait? Alors oui, bon, même 15-20 minutes, on a quand même envie s'il pleut, d'être à l'abri et d'avoir quelques services. Donc on a positionné ces aires sur les aires de service, donc à côté de la station pétrole, carburant liquide, vous avez des stations de recharge avec 4, 8, 12 ou 16 bornes. Donc aujourd'hui, on a un équipement qui est vraiment massif, qui est très largement au-dessus des besoins aujourd'hui. On l'a dit, 2% des véhicules. Alors, suivant les axes, on remarque déjà que il y a des stations qui sont assez sollicitées. On gère notamment l'A1 entre Paris et Lille, avec beaucoup de Belges, de Néerlandais qui sont plus équipés en électrique que nous. Et donc ces stations, elles commencent déjà à trouver leur clientèle très largement. Alors, ce sont les partenaires classiques de, je ne sais pas, je vais citer Total Energy, Elf, Esso, BP, pour n'oublier personne, qui sont à vos côtés là-dedans ou Alors oui, en fait, il y a 2 ans, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est surtout ne pas avoir de zone blanche. Voilà, on ne veut pas que dire à nos clients, vous arrêtez sur une aire, il y aura peut-être de la recharge ou peut-être pas, si vous avez de la chance. Non, quand vous arrêtez sur une aire de service chez nous, eh bien, il y a de la recharge électrique de forte puissance. Donc on a fait un appel d'offres
Et on a retenu 3 partenaires, donc Total Energy, Engie et Fastned, qui sont... Alors, Total Energy qui est installé sur nos aires de service depuis longtemps, Engie que tout le monde connaît bien, Fastned qui est un petit peu moins connu, qui est vraiment un opérateur purement de bornes de recharge rapide. Néerlandais d'origine? Néerlandais d'origine, très implanté dans le Benelux et qui s'implante de plus en plus en France. Ça représente quel investissement? Alors, c'est un investissement qui a été porté un petit peu par nous, avec des raccordements Enedis assez puissants, puisqu'il faut amener l'énergie sur les airs, et puis surtout beaucoup par nos partenaires. En gros, ça fait une 60aine de millions pour notre réseau, qui ont pu être déployés en une année quasiment. Ça a été beaucoup de concentration, beaucoup de travaux à la fois chez nous et nos partenaires. Bon, c'est aussi le modèle concessif qui permet de déployer ces 60 millions comme ça en un an. Ouais. Alors justement, c'est complètement privé ou alors il y a une pression ou une participation de l'État ou de collectivités locales, territoriales? Parce que c'est un enjeu aussi de maillage territorial, évidemment. Alors, il y a des aides de l'État, notamment sur les raccordements électriques qui ont bien aidé au déploiement de ces stations. Et après, sur le reste de l'investissement, les bornes et puis l'électricité qui est distribuée, on est vraiment sur un modèle concessif. Donc ces partenaires-là vont exploiter pendant une quinzaine d'années ces stations et vont se rémunérer avec le paiement des recharges. Pour localiser ces bornes, vous proposez, il y a une application mobile qui est liée au service, je crois, Beep & Go, c'est ça? C'est quoi ce service? Alors Beep & Go, c'est notre filiale qui distribue les badges de télépéage et qui, dans son appli, a intégré la localisation des bornes, le fait de pouvoir payer avec l'application. Parfois, le paiement est un peu... historiquement, sur les bornes de recharge, le paiement était un peu compliqué. On a voulu vraiment que ce soit très simple sur nos bornes. Donc, n'importe qui, sans aucun abonnement, peut payer, évidemment, on peut payer en carte bleue. Aucun abonnement, aucun prérequis. On arrive, on recharge sa voiture. Et si on a l'application Beep & Go, c'est encore plus simple. C'est important parce que la peur de la panne, ça reste quoi? Le frein principal à la bascule vers la mobilité électrique, en tout cas la voiture électrique? Oui, alors... En fait, nous, on a décidé aussi de se dire, si on veut que nos clients passent à l'électrique, il faut aussi qu'on leur prouve que aller sur autoroute en électrique, c'est plutôt sympathique et c'est pas dangereux. Voilà. Et donc, on a décidé, nous, de ne plus acheter aucun véhicule diesel. Donc, tous nos nouveaux véhicules sont tous en électrique. Vous montrez l'exemple, en quelque sorte, quoi. On essaye de montrer l'exemple et surtout de montrer que nous, qui passons notre vie sur autoroute, c'est notre métier, on aime le faire en électrique. C'est possible, c'est facile et... il faut prendre des habitudes un petit peu différentes. Voilà. Quand on conduit une électrique, on s'aperçoit assez rapidement, au bout de quelques mois, qu'on a changé des habitudes. Quand on s'arrête, on se branche, tout le temps, soit chez soi, soit au bureau, soit sur une aire de service quand on se déplace sur de longues distances. Et du coup, quand on repart, on est souvent avec le réservoir plein, alors que c'est pas vrai en diesel. Et donc ça change vraiment les habitudes, ça change les habitudes de voyage et la façon d'envisager et de prévoir son voyage. Alors quelques questions plus globales sur vos actions RSE. Vous travaillez aussi sur des expérimentations pour trouver, j'ai vu ça en préparant l'émission, un modèle de mobilité décarbonée pour les poids lourds. Vous êtes très bien informé. J'ai essayé de faire mon boulot. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Alors, les émissions carbone de nos clients sur nos autoroutes, c'est à peu près moitié-moitié, véhicules légers et poids lourds. Donc véhicules légers, on a parlé des bandes de recharge et avec l'électrification, à horizon 2030, on devrait pouvoir réduire de 25-30% ces émissions-là. Donc c'est déjà un bon... on est dans des ordres de grandeur cohérents avec les accords de Paris. Pour les poids lourds, on sent que ça se cherche un peu plus. Donc nous, on a décidé de travailler notamment sur une solution avec Engie et Seva Logistics de points relais, de terminaux où les camions électriques, les tracteurs électriques peuvent s'échanger la marchandise pour se recharger alors que la marchandise continue à avancer. Voilà, donc alors, c'est un peu complexe, mais ça a plusieurs avantages. Ça permet à la marchandise de ne plus s'arrêter, alors même qu'elle est tractée par un tracteur électrique ou hydrogène, bas carbone en tout cas. Ça permet aussi au chauffeur de faire des trajets moins longs. C'est-à-dire qu'il fait plutôt des navettes et donc il peut rentrer chez lui le soir. Et la pénurie de chauffeurs est assez importante en Europe, donc on adresse aussi ce sujet-là. Et puis surtout, ça permet de décarboner le transport longue distance, ce qui est aujourd'hui encore un peu le Graal, parce que les autonomies des tracteurs électriques sont encore assez limitées. Bon, c'est encore très expérimental, ça. C'est très expérimental, on est vraiment dans la réflexion. Mais c'est assez prometteur. Ouais, c'est bien de se projeter. Ce qui est moins expérimental, c'est le covoiturage, même si on voudrait qu'il soit un peu plus développé. Là aussi, qu'est-ce que vous avez mis en place pour démultiplier le covoiturage?
Alors, pour le covoiturage, ça, c'est aussi assez facile à comprendre. S'il y a deux personnes qui prennent une seule voiture au lieu de deux voitures, on divise par deux les émissions de carbone. Si en plus c'est une voiture électrique, c'est encore mieux. Et donc, nous, on essaye d'encourager cette pratique-là sur nos réseaux avec des parkings de covoiturage aux entrées des autoroutes et aussi avec des voies réservées au transport en commun et au covoiturage, qu'on essaye de mettre en place en partenariat avec l'État, évidemment, quand c'est possible. Les voies réservées, c'est déjà opérationnel ou là aussi on est encore en projet? Alors on a deux projets effectifs avec l'État qui vont se déployer dans les prochaines années. Sur quelles autoroutes? En arrivée de Paris, sur A4 et A13. Donc c'est des beaux projets aussi parce qu'on pense qu'il y a besoin d'autoroutes, parce que la mobilité, elle passe aussi par la route et que pour respecter les accords de Paris, il faut changer nos motorisations, changer nos habitudes. Et puis il y aura toujours besoin d'autoroute, donc sur autoroute, il faut que ça soit absolument décarboné. Merci beaucoup Julien Pointillard et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on embarque comme prévu à bord de Tara Océan. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Clémentine Moulin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des opérations de la Fondation Tara Océan. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Colomban de Vargas, bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique de la mission Tara Europa. On va évidemment en parler en détail. Mais Clémentine Moulin, on va peut-être rappeler en quelques mots rapidement les objectifs, les missions de Tara Océan. Alors la Fondation Tara Océan, c'est la première fondation reconnue d'utilité publique en France qui travaille pour les océans depuis 2023. Donc ça fait 20 ans qu'on étudie les océans, qu'on explore les océans à travers la goélette et le laboratoire Tara pour explorer et partager ce qu'on observe en mer. Moi, j'ai toujours plein de curiosités on a reçu Romain Trouble, etc. Mais c'est un bateau, c'est un laboratoire flottant en quelque sorte. C'est vraiment ça, quoi. C'est les deux. Oui. C'est un bateau avec 3 petits laboratoires scientifiques à l'intérieur. On a 14 membres sur le bateau, 6 membres d'équipage, 6 scientifiques. Après, on peut avoir un journaliste et une artiste aussi à bord. Dans l'idée d'étudier les océans. On suit 3 actes de recherche au sein de la Fondation Tara Océan. Donc ça va être des études sur la biodiversité, le climat et la pollution. Et donc on décline des expéditions en fonction des thématiques et de ces recherches. Et donc il y a cette mission qui part le 2 avril de Lorient, co-organisée avec le Laboratoire européen de biologie moléculaire. Et le nom, Colomban de Vargas, de cette mission, c'est Trek pour Traversing European Coastline. Qu'est-ce que vous allez étudier le long de nos côtes, le long des côtes européennes? Racontez-nous. Alors en fait, on va étudier les écosystèmes, c'est-à-dire c'est l'ensemble du vivant dans sa matrice physique et chimique. Donc c'est très très complexe, c'est peut-être l'objet le plus complexe en fait qu'on connaît dans l'univers, l'écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va étudier les écosystèmes à la fois dans l'eau, mais aussi sur les sédiments, sur les sols et dans les aérosols, sur des transects, donc à l'interface entre la Terre et la mer. Oui, alors c'est ça qui est surprenant et passionnant aussi dans cette mission, Colomban de Vargas, c'est qu'il y a la goélette, il y a Tara Océan, et puis à côté de ça, il y a des camions qui vont presque en parallèle suivre les mêmes trajets que vous, c'est ça? Voilà, ça c'est vraiment un coup de maître, je pense qu'on a fait, c'est que on aura le laboratoire que décrivait Clémentine, là, le laboratoire Tara en fait en mer, qui devient de plus en plus efficace et perfectionné parce que ça fait maintenant 15 ans qu'on travaille dessus. Et puis donc il y a l'EMBL qui est un des centres les meilleurs au monde en biologie cellulaire et moléculaire, qui lui a construit un nouveau laboratoire qu'on appelle le laboratoire mobile et qui nous amène en fait une expertise absolument incroyable au bord de l'eau en biologie moléculaire et cellulaire, et on va se suivre tout le long de la côte européenne de la Finlande à la Crète. C'est presque, si je dis vie marine invisible, est-ce que je suis à peu près dans le mille, quoi? Est-ce que c'est ce que vous allez chercher à comprendre? Complètement. En fait, ce dont on s'est aperçu, notamment avec une première expédition qui s'appelait Tara Océan il y a 15 ans, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui. C'est un sujet très à la mode, quoi. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus de 90% de la biodiversité est invisible. Et en fait, la biodiversité dont on parle, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et au-dessous des animaux et des plantes et des champignons, il y a tout un monde de microbes qui sont parfois des cellules très très évoluées. Certains de ces microbes, par exemple, ont des génomes beaucoup plus grands que nous,
ont des fonctions encore inconnues, ont des comportements extrêmement évolués, ont une vraie intelligence. Et donc il y a une énorme part de la biodiversité en fait qu'on ne comprend pas. Et c'est la biodiversité même qui est à la base des écosystèmes. Donc c'est vraiment ce microbiome, en fait, comme on l'appelle aujourd'hui, qu'on va étudier tout le long des côtes européennes. Ouais. Clémentine Moulin, donc ce que vous cherchez, c'est les interactions aussi entre terre et mer. Peut-être par exemple comment la pollution terrestre va s'inviter en mer, c'est un objectif. Oui, donc comme disait Colomban, en fait, cette mission, on aura le bateau qui sera en mer et du coup, ces laboratoires qu'on appelle les services mobiles qui vont longer la côte pendant que Tara prélèvera en mer. Et on va faire des transects, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est comme si c'était une ligne qu'on prenait depuis la terre qui va jusqu'aux côtes et qui longe jusqu'au bateau. Et sur le long de ces 132 sites, 132 sites que nous allons visiter, nous allons faire des prélèvements sur terre et en mer de façon parallèle. Et pour vraiment regarder en fait cette interaction entre ces écosystèmes qui sont les plus complexes et les plus riches entre la terre et la mer. Pourtant, c'est plus facile, enfin, ce que je vais dire était une lapalissade, mais nos côtes, c'est ce qu'il y a de plus facile à étudier, c'est ce qu'il y a de plus facile d'accès d'une certaine façon. Depuis des décennies, c'est peut-être ce que les scientifiques regardent de plus près. Alors c'est ça qui est intéressant aussi avec cette mission, c'est qu'en fait, on veut créer de la collaboration en fait, entre les différents instituts de recherche, et donc ce sont des stations marines européennes que nous allons visiter en fait, à travers de cette mission, et qui elles-mêmes en fait étudient leur zone depuis des années. D'accord. Et donc en fait on veut regrouper tout ça. Ouais. Il y a aussi un objectif pédagogique. J'ai vu qu'il y a certaines étapes sur lesquelles vous allez rester plus longtemps, quasiment une semaine, c'est ça? Oui, on a des escales où on sera en lien du coup avec les équipes Trek, vraiment directement pour faire de la sensibilisation, donc aller à la rencontre de la société civile, des acteurs locaux, des associations locales, des enfants, du public, comme on fait d'habitude avec Tara, pour vraiment sensibiliser le public et montrer que c'est une cause commune et citoyenne, bien sûr. Oui, évidemment. Colomban de Vargas, je reviens vers vous. Si on prend quelques exemples, j'imagine que moi je vais penser pollution marine, je vais tout de suite penser au plastique. Donc est-ce que ça fait partie de vos missions, analyser la toxicité par exemple des différents plastiques? Alors oui, ça c'est un objectif aussi très important de cette mission. C'est qu'à l'EMBL, il y a un groupe qui étudie en fait toutes sortes de polluants. Alors il y a non seulement les additifs sur les plastiques, mais il y a aussi les pesticides, les insecticides et toute la pharmaceutique. Donc ils ont une librairie en fait de plus de 1000 molécules qu'on va véritablement mesurer dans les sols, dans les sédiments et dans l'eau avec Tara. Et donc sur tous ces transects, depuis vraiment le nord de l'Europe jusqu'à la Méditerranée, on aura maintenant une carte en fait des polluants dans les écosystèmes associés en fait justement à la biodiversité. Donc on espère comprendre comment en fait la biodiversité réagit à ces molécules. Et parce qu'on parle beaucoup d'effondrement de la biodiversité en fonction des changements climatiques, on ne parle pas beaucoup en fait de l'effondrement de cette biodiversité par rapport aux polluants. Ouais. Il y a un autre axe que j'ai vu en préparant cette interview, comment la résistance aux antibiotiques se propage de la terre à la mer, Colomban de Vargas. Là aussi, c'est pointu. Il y a déjà eu des études qui ont été faites là-dessus? Alors il y a un début d'étude qui a été faite justement par Per Bork, qui est le directeur de l'EMBL à Heidelberg, et qui montre qu'en fait il y a des grandes fonctions microbiennes, comme justement la résistance aux antibiotiques, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, qui passent d'un biome à l'autre. Alors que les communautés de microbes sont complètement différentes, les fonctions génétiques peuvent passer d'un environnement à un autre, et peuvent même passer dans nos microbiomes en fait. Donc ça, c'est des questions absolument fondamentales sur le fonctionnement de la santé des écosystèmes et qui sont complètement liées à la santé de l'homme, qui aujourd'hui aussi est considéré comme un écosystème. Et donc, Clémentine Moulin, on voit bien parce que là, on est dans de la recherche scientifique, mais ensuite, il y a l'utilisation qui peut être faite des résultats de cette mission. Ça va permettre quoi, d'après vous? De mieux protéger les océans, de bannir tel type de plastique plutôt qu'un autre? Enfin, je ne sais pas, j'essaye d'imaginer ce qui pourra en déboucher.
C'est une très bonne question. Je pense que c'est plutôt à des scientifiques de répondre à cette question que de mon côté. En tout cas, nous, au sein de la Fondation Tara Océan, on reprendra ces données pour continuer à montrer la fragilité et l'importance de préserver la biodiversité des océans. Alors, je vais revenir vers vous juste après, mais Colomban, effectivement, est-ce que vous, quand vous êtes un scientifique, un chercheur, est-ce que vous imaginez toujours l'utilisation qui pourra en être faite ensuite des résultats de vos recherches ? Oui, bien entendu, mais ce qui est très très difficile en fait, c'est qu'à la fois on est face à un monde, un océan d'inconnus. On sait qu'on ne connaît pas encore justement toute cette biodiversité invisible, donc on doit en même temps la rencontrer, la quantifier, et puis essayer de comprendre comment elle marche, toutes ses fonctions et comment elle évolue. Donc il ne faut pas croire que ça va se faire en une seule mission. Là, on est en train de faire une baseline. On est en train de poser les meilleures bases possibles avec des très bons laboratoires. Il y a le Génoscope, il y a le MBL. Donc on fait un mélange en fait de laboratoires qui ont étudié la cellule, les molécules pendant 50 ans. Le Génoscope qui est le meilleur laboratoire de séquençage, avec Tara, avec qui on a fait des études écosystémiques globales. Et on se met tous ensemble sur la côte et on passe dans toutes les stations de biologie marine et on essaye de se mettre tous d'accord sur les meilleures méthodes pour comprendre cette complexité au niveau de l'écosystème. Et puis, comme vous dites, ça va servir de base. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans des années, on pourra s'appuyer sur cette première mission pour se dire est-ce que ça progresse, ou au contraire, malheureusement, est-ce que ça régresse, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est très important, c'est qu'on va rencontrer aussi tous les laboratoires européens. On va se mettre d'accord avec le meilleur niveau scientifique. Et ça, personne ne le fait, hein, ni les Chinois, ni les Américains. Donc, on est super fiers de le faire en Europe, avec Tara. Je reviens vers vous, Clémentine Moulin. Comment ça va se passer pour revenir à la mission ? Parce que c'est des scientifiques qui vont se relayer en fonction justement des compétences, des pays. Comment ça va se passer ? Ouais, donc en fait sur le bateau, et comme je disais tout à l'heure, on a 6 scientifiques qui vont tourner toutes les 3 semaines, alors que nos membres d'équipage, eux, ils vont tourner tous les 2 mois. Ouais. Et à bord, chacun a une mission bien précise et va suivre les mêmes manipulations pour faire un protocole bien spécifique sur le bateau. Et tout ça se fait directement sur le bateau. On prélève, on stocke à bord, et puis ensuite on va renvoyer les échantillons qu'on aura prélevés à terre, et puis directement du coup au laboratoire de MBL. Une petite question plus liée à l'actualité. Il y a eu ce traité international de protection de la haute mer qui a été signé il y a quelques jours. Bon, c'est évidemment un progrès, je pense qu'on peut que s'en satisfaire. Est-ce qu'avant de crier victoire, vous attendez de voir comment il va être appliqué quand même ? Je pense qu'on est optimiste chez Tara, parce que ça fait plus de 20 ans, enfin 18 ans qu'on travaille sur cette question-là. Donc en tout cas avec... Potentiellement, ça peut changer quoi ? Pardon de vous interrompre. Ça peut changer beaucoup de choses du coup au niveau de la haute mer, au niveau des aires marines protégées, et puis aussi surtout le côté en fait gestion administrative et ce qu'on va redonner directement au pays. À l'heure actuelle, pour Tara, quand on fait des expéditions, c'est de longue anticipation où on travaille en fait pour obtenir les permis de recherche selon les conventions des droits de la mer. Et donc là, c'était important en fait pour la Fondation Tara Océan de faire partie de ces conversations-là pour en fait montrer la réalité du terrain aux négociateurs de l'ONU, leur montrer comment ça se passe vraiment sur place et comment il faut l'appliquer. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon vent forcément, on va vous souhaiter ça, Colomban de Varcaz avec un nom d'explorateur, franchement c'est trop facile. Merci et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Adam Achir, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le cofondateur, président de Reborn, créé en février dernier avec Ismail Landoulsi. C'était quoi l'idée de départ ? Tiens, racontez-moi votre déclic. L'idée de départ, c'est plusieurs choses. C'est en fait essayer de faire une plateforme qui permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs sur le marché du meuble d'occasion en garantissant sécurité, transparence et livraison. On est parti d'un principe assez simple, c'était que dans ce marché aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes. Soit il y a pas mal d'arnaques, soit il y a un manque de transparence, soit il y a un manque de solution de livraison. Donc on a pris un peu tous ces problèmes-là et on les a mis dans une solution pour régler, on va dire, ces problèmes sur ce marché. Vous avez coché les irritants pour les virer, quoi. Le point de départ, c'est un peu votre histoire à tous les deux, quand chacun s'installe à Paris et il galère un peu de la même façon. C'est exactement ce qui s'est passé. On s'est installé à peu près en même temps, donc en décembre, janvier 2022. Et puis on a voulu se tourner vers le marché de la seconde main pour se meubler de façon responsable et aussi de façon un peu plus économique. Et on s'est heurté à pas mal de problèmes. J'en ai un là comme ça en tête où on a loué un camion, j'ai accompagné
accompagné mon associé Ismaël. On a loué un camion, on fait 2 heures de route, puis finalement on arrive en bas du bâtiment de la personne. Le canapé, il n'est pas conforme. À ce qu'on avait vu dans les photos sur un des célèbres sites de mise en relation. Et du coup, on a perdu une demi-journée, on a perdu de l'essence, la location d'un camion, et en plus, on ne peut pas prendre le canapé. Et alors, comment vous réglez ça, vous, avec Reborn? Nous, comment on règle Pourquoi ça ne peut pas arriver chez vous? Nous, comment on règle ça? Déjà, tous nos utilisateurs sont vérifiés sur la plateforme. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Là où sur d'autres sites, c'est possible. Ensuite, nous, on a une transparence et une confiance vraiment sur la plateforme, avec des vidéos. Notamment sur les annonces. Quand vous mettez une annonce, vous mettez des photos, mais vous devez aussi mettre une vidéo de 10 à 40 secondes. Cette vidéo va servir à une chose, expliquer, si on le veut, pourquoi on vend le meuble, comment il fonctionne, etc. Mais aussi les défauts. D'un principe tout simple, j'ai une chaise, par contre, attention, elle est un petit peu bancale sur le pied droit, je vous préviens, c'est pour ça que je la vends 40 au lieu de 300 euros, qu'importe. Voilà. Et du coup, on est prévenu. Et grâce à la vidéo, on est prévenu, on sait à quoi s'attendre, et donc il n'y a pas de mauvaise surprise. On achète en connaissance de cause. Alors, quand on monte quand on a cette idée-là, comme Reborn, ensuite, il faut trouver des partenaires. Qui sont vos partenaires? Des grandes enseignes d'ameublement, par exemple? Alors, en fait, on a un peu 2 casquettes. On va dire, on a une casquette vraiment particulière, là où vous, comme moi, on peut aller directement revendre une table, et un acheteur peut aussi être particulier, mais on a aussi une casquette professionnelle. Et c'est ça qu'on est en train de développer aujourd'hui, et qui fonctionne bien, parce qu'il y a un vrai besoin. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre des professionnels directement depuis le mois de septembre 2022. Et on nous a dit un peu la même chose. Nous, on a beaucoup de stocks dormants, on a beaucoup d'invendus, de modèles d'expo, de défauts de fabrication, de retours clients. On ne sée pas quoi en faire. Et la loi les oblige à s'en occuper. La loi AGEC change la donne. Et en 2024, janvier 2024, elle se durcit encore plus, qui fait qu'ils ne pourront plus les jeter. Donc ils peuvent les donner à des associations, ils peuvent les revendre comme en braderie, etc. Mais ce n'est pas scalable et ce n'est pas rentable sur le long terme. Et même les donner à des stockers, les vendre à des stockers, c'est pas possible pour un bon nombre d'entre eux, ceux qui ont des grosses images de marque. Quand vous vendez des canapés à plus de 2000, 3000 euros sur votre site et que vous avez une image de marque qui est très chic, on va dire, vous pouvez pas vous permettre de vous retrouver dans un petit déstocker, si je puis le dire. Et du coup, nous, en fait, on leur permet d'avoir une boutique de seconde vie directement sur Reborn. N'importe quel magasin ou professionnel du meuble va pouvoir avoir sa boutique seconde vie spécialisée dans tout ce qui est invendu, modèle d'expo, retour client sur Reborn. Donc, c'est une plateforme... dans une plateforme sécurisée. Avec quel modèle économique pour vous? Vous prenez une marge sur la revente, tout simplement? C'est ça. Nous, on prend une marge sur la revente sur ces professionnels. Et du coup, eux, ça leur permet en fait d'avoir un nouveau canal de vente, qui est quand même pas rien. Ça leur permet d'agrandir leur zone de chalandise parce qu'on travaille avec des petits, mais aussi avec des gros, mais aussi avec des petits professionnels. Je donne un exemple. Imaginons qu'à Paris, il y ait Paris Canapé, qui font un petit chiffre d'affaires tous les mois. Ils n'ont pas la structure ni les fonds pour pouvoir faire leur propre plateforme, pour pouvoir gérer ça en interne. Donc eux, leur offrir une boutique de seconde vie sur Reborn, leur proposer une boutique de seconde vie sur Reborn, ça a de l'enjeu. C'est important pour eux. Et surtout, ça augmente leur zone de chalandise. Quand on est une petite boutique, grâce à Reborn, ils vont pouvoir vendre à Marseille. Un dernier mot sur alors là, côté client, le modèle de livraison, il y a plusieurs options. C'est ça, il y a plusieurs options de livraison. On s'est rendu compte qu'en fait, le gros problème dans ce marché aussi, un des gros problèmes, c'est la livraison. Moi, j'ai commencé à faire les livraisons au début avec mon associé Ismaël Landoulsi, parce qu'on était un peu, on va dire, en start-up, donc en post-killer, si je puis le dire. Et on a fait les livraisons et beaucoup de gens nous disaient merci, parce que grâce à vous, j'ai pu vendre mon canapé, sinon j'allais le donner. Je dis, mais pourquoi vous allez le donner? Parce que j'habite au 4e étage d'un appartement haussmannien, j'ai pas d'ascenseur, personne ne vient le chercher. Et donc finalement, un canapé qui a de la valeur, 100, 200, 300 euros, il allait finir à la poubelle. Et donc la livraison, ça débloque ça. Ok. Et du coup, ce qu'on permet, c'est qu'on met en relation avec des systèmes de livraison de covoiturage, un peu comme Blablacar, pour faire des livraisons comme ça dans toute la France. D'accord, ok. Il y a encore pas mal de choses à dire, mais le temps est filé. Merci beaucoup, Adam Achir, et bon vent à Reborn. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.